Bienvenue dans Enlève ta casquette, le podcast qui parle d'identité dans le monde du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Amadou Dabitao, fondateur du média Banlieusards Nouveau, qui valorise les talents qui viennent de quartiers populaires. Et sa mission, c'est de changer la représentation que les jeunes de quartier se font d'eux-mêmes et faire émerger les talents en utilisant la culture comme levier. Ton média, il est suivi par une centaine de milliers d'abonnés aujourd'hui. Tu fais plusieurs millions de vues en partageant de belles histoires. Tu es aussi dans le classement top 35 Under 35 décerné par Positive et le journal Les Échos. Amadou, bienvenue. Merci beaucoup frérot pour cette introduction, franchement. Bien ou pas? Parfait, Tout bien dit comme il faut. Tu me mets bien. Magnifique. Bon, je suis très content d'avoir Ahmad du coup comme... En vrai, tu es mon premier invité. Je sais pas si on te mettra dans l'ordre en mode premier podcast, mais en tout cas, tu es mon premier invité. Donc, je démarre ce podcast avec toi sur un sujet qui est très important pour moi aujourd'hui, le sujet de l'identité dans le monde du travail. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais un peu nous raconter ton histoire? C'était comment ton enfance? Alors moi, mon histoire, elle commence où? Donc, moi, je suis né à Bamako. Tu vois, je suis né à Bamako en avril 1993. Donc mes deux parents et moi et ma petite sœur, on vit là-bas quelques années. En 97, du coup, je quitte Bamako et j'arrive en France ici, Gennevilliers, cité du Luth. Et on va dire que c'est ma première expérience directement dans un quartier populaire. Donc j'arrive en France, quartier populaire directement. Je me souviens, tu vois, j'étais très... Il y a un truc qui m'a marqué, tu vois, c'était vraiment la hauteur des tours. J'arrive, très grand bâtiment, il y a beaucoup de vie, beaucoup de gens, tu vois. Et je suis pas forcément habitué à ça, mais voilà, c'est en tout cas un des souvenirs marquants que j'ai. Sur ma scolarité, j'étais très, très attaché à cette ville jusqu'à aujourd'hui. Et voilà un petit peu. Ok. Bon, tu grandis du coup à Gennevilliers. On est du coup en banlieue parisienne. C'est un territoire qui est aussi souvent associé à des clichés, en vrai. Comment est-ce que dans ce contexte-là, toi, ça a forgé ta vision du travail, de la scolarité aussi? T'étais bon élève? Ouais, ça va, je me débrouillais bien. Ouais. En fait, moi, j'étais l'élève, je pense qu'il y en a plein qui vont se reconnaître là-dedans. Ouais. Moi, j'étais l'élève qui avait des facilités. Ouais. J'étais jamais au top, mais parce que je me craquais pas, en fait. Ouais. Et j'étais toujours bien, tu vois, toujours bien. Tu sais, moi, je suis le 12-13, tu vois. Ok. Je suis le 12-13 sans forcer. Pas cancre au fond de au fond de la classe. Voilà, je Mais suis pas pas non plus la cancre, tête. je suis pas la tête, voilà. Je suis T'es le au milieu. 12-13 sans forcer, tu vois. Passe-partout du coup, Voilà, au c'est milieu. ça. Exactement, tout le temps. Discret, Amadou? Ouais, très discret. Quand j'étais petit, j'étais assez discret. Même aujourd'hui, hein, je trouve encore. Ça va dépendre des circonstances, mais quand j'étais petit, ouais, beaucoup plus. Tu dirais que ça, c'est ton caractère? C'est aussi l'éducation que tu as eue, peut-être aussi? Non, ou... je pense que c'est mon tempérament. Ton tempérament de base. Du coup, un tempérament qui fitait bien avec l'éducation que j'ai reçue, mais c'est vraiment mon tempérament. Du coup, quand tu grandis, donc tu fais ta scolarité, toute ta scolarité du coup à Gennevilliers, c'est ça? Alors en fait, moi, si tu veux, ce qui s'est passé, donc, j'arrive, au début, je fais une partie de ma scolarité à Argenteuil. Tu sais, nous, en fait, quand on arrive en France, au début, on n'a pas les papiers avec mes parents. Ok. On n'a pas notre maison, donc on est hébergé par de la famille. Donc on va dire qu'au tout début, j'habite à Argenteuil. Enfin, j'habite à Gennevilliers, après j'habite à Argenteuil. Après, j'habite à Conflans. Je reviens à Asnières. Et ensuite, je reviens à Gennevilliers. Oh, waouh. Et je reste à Gennevilliers ensuite, tu vois. Ouais. Ok. Je tourne un peu, mais j'ai toujours été un peu dans ce secteur-là. Et même le moment où j'habitais à Asnières, je fais toute ma première à Gennevilliers quand même, je me souviens. Je suis allé faire une petite parenthèse à Asnières, au collège. Et je suis revenu encore au collège à Gennevilliers. Et après, là, je suis resté jusqu'à... Ça devait être super dur en vrai de Voilà. changer tout le temps comme ça. Ouais. En gros, de 97 à 2006, j'ai un peu bougé. Et à partir de 2006, j'ai plus bougé. Et t'es resté du coup à Gennevilliers. Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Bon, quand t'as grandi et tout, t'avais toi des figures un peu autour de toi auprès desquelles tu pouvais t'identifier un peu? T'avais des rôles modèles un peu autour de toi? Non. Franchement, aujourd'hui, je pense que c'est déjà mieux, mais tu vois, ça, je pense que c'est une des problématiques, tu vois, qui a également contribué au fait que dans les quartiers, tu vois, les jeunes ont tendance à se dévaloriser ou à croire, à pas trop croire en eux, tu vois. Ouais. C'est ça. Franchement, déjà quand j'étais petit, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, Ouais. pas accès à Internet, etc. Donc, tu consommes ce qu'on te sert, tu vois. Et moi, quand je regardais la télé, des personnes auxquelles je pouvais moins m'identifier, il n'y en avait pas. Ou il y en avait très, très, très peu sur des petits domaines précis. Enfin, je sais pas, dans les stand-up, tout à l'heure, peut-être des Omar Sy, des Jamel Debbouze, etc. Mais pour peu que moi, ça ne me parle pas le stand-up, je ne vais pas m'identifier à eux, tu vois. Et donc, d'autant plus que moi, j'étais quelqu'un qui était beaucoup plus intéressé par tout ce qui était au niveau de la tech, les sciences. Tu vois, c'est des choses, moi, qui me parlaient, qui
qui me passionnait. J'aimais bien aussi tout ce qui était un peu les jeux vidéo. Et en réalité, maintenant que tu me parles, ça me revient. J'avais ce petit attrait, tu vois, pour un peu, tu sais, l'innovation, l'entrepreneuriat, tu vois. J'avais ces petites choses-là. Mais tu vois, dans aucun de ces domaines-là, j'avais de modèle de référence. Hyper intéressant, tu me fais une transition magnifique, Ahmad, parce que justement, j'allais te demander, toi, t'avais un job de rêve. Enfin, tu rêvais de quoi quand t'étais petit, tu voulais faire quoi? Ouais, bah moi, pareil, une des chances que j'ai eues quand j'étais petit, c'est que j'ai su très vite ce que je voulais faire. Ok. Tu vois, très très vite ce que je voulais faire. En fait, il y a eu 2 temps. C'est-à-dire qu'il y a eu la phase où je voulais travailler, en gros, je voulais fabriquer des robots. Tu vois. Ok. Depuis tout petit, mon père m'a dit, il faut que tu sois ingénieur. Voilà. Ok. Ingénieur, je sais pas dans Il quoi. t'avait dit, c'est ça. Voilà. T'as pas de doute. Faut être ingénieur, tu vois. On parlait, en tout cas, il me l'a pas dit à 1000 reprises, hein, c'était pas à répétition, tu vois. Mais je me souviens qu'une fois, j'avais parlé avec lui, il m'a dit, ouais, ce serait bien d'être ingénieur, etc. C'est bien d'être ingénieur. Donc, moi, j'ai retenu ce truc-là, je voulais être ingénieur. Après, j'ai compris qu'en fait, on pouvait être ingénieur dans mille et un secteurs, tu vois. Mais je savais qu'il fallait que je sois ingénieur. Ça, c'est pareil, ça fait beaucoup partie de nos représentations. En Ouais. vrai. Nous, c'est ingénieur, avocat, Docteur, médecin. Voilà, c'est ça. c'est le trio, la trilogie des métiers. Exactement, tu vois. Et donc, je savais qu'il fallait que je sois ingénieur et je voulais fabriquer des robots. Je me souviens quand j'étais petit, j'avais fait un atelier au centre de loisirs. Et tu avais un gars qui était venu, il avait un ordinateur, il avait une sorte de petit bras mécanique. Il écrivait des trucs et je voyais qu'ensuite le bras il bougeait, tu vois. Et j'ai trouvé ça grave stylé. Je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Et donc, j'ai eu cette phase-là où je voulais ça. Donc, je dis à mes parents, il y avait des petits jouets robots, etc. Je leur demandais de m'acheter ça. Je démontais tout le truc. Ouais. Je le cassais, je le démontais. J'essayais de comprendre comment ça fonctionnait, tu vois. Ouais. J'ai eu cette phase-là. Après, j'ai eu un moment où j'aimais beaucoup le dessin, j'aimais beaucoup l'art. En fait, moi, j'étais beaucoup influencé par tout ce que je voyais au centre de loisirs. J'avais un animateur, à un moment, il dessinait grave bien. C'est-à-dire, après, j'étais beaucoup dans les trucs du dessin, etc. Et tout. Après, il y a la partie... j'avais un pote qui ramenait des dinosaures en plastique et tout au centre de loisirs, toujours, et à l'école. Et j'ai eu la phase Jurassic Park, et je voulais devenir archéologue. Et ça m'a suivi. Ouais, et ça m'a suivi jusqu'au collège, genre jusqu'en 4e, 3e à peu près. Archéologue. Bon, t'as ma prof principale qui dit à mon père, il faut que elle lui dit, oui, je suis quelqu'un de sérieux, etc., je travaille bien, mais il faut que je pense à faire un métier plus rationnel, tu vois. Donc elle lui dit ça, ouais. Donc lui, tu vois, il s'inquiète un peu, là, il se dit, mon fils, il va peut-être dans une filière où il va pas trouver. Voilà, c'est ça. Et donc, bon, voilà, je vois qu'on ne croit pas trop que je peux le faire, donc moi j'écoutais pas mal mes parents, donc j'abandonne l'idée d'être archéologue. Mais je le vis pas mal non plus parce que au même moment, je venais d'acquérir la Xbox 360, tu vois. Et donc... On remonte dans le passé, nostalgie de fou. Et ouais, tu vois, je l'avais acheté, ça faisait pas très longtemps. Et donc, je jouais beaucoup aux jeux vidéo à ces moments-là. Je jouais beaucoup à GTA, FIFA, etc. Et en fait, quand je jouais à un jeu, moi, l'objectif pour moi, c'était pas de terminer le jeu. C'était juste de tester, faire des tests. Je sais pas, je regardais le gameplay, les graphismes. J'aimais bien aller sur YouTube, regarder telle vidéo. Les jeux, je pouvais jouer. Hein. Et moi, j'allais sur YouTube et je mettais le jeu pour regarder le gameplay, les gens en parlaient. Ça me passionnait, tu vois. Et j'essayais surtout de comprendre comment on fabriquait un jeu, tu vois. Donc, c'était vraiment mon kiff. Et donc, au fur et à mesure, je commençais à me renseigner. Mais comment on fait un jeu? Du coup, je faisais mes recherches. Comment est-ce qu'on peut fabriquer un jeu? Comment ça fonctionne? Et donc, c'est du code derrière. Et c'est comme ça que j'ai compris que je voulais... donc là, à ce moment-là, j'étais en 4e, 3e. Et c'est là que j'ai compris que je voulais bosser dans ce domaine-là, en fait. Et donc, on est revenu au truc du tout début où, tu sais, je voulais fabriquer des robots, etc. On revient en code, en fait. Et à partir de là, c'est le chemin que tu as pris. Tout droit, tu vois. Donc, tout droit, là, tu te poses plus trop de questions. Ouais, je me pose plus de questions. Tout droit, et donc on va vers l'informatique, c'est ça? On va dans l'informatique. Je sais que... Et vu que je savais qu'il fallait que je sois ingénieur, donc j'allais être ingénieur en informatique. Ok. Donc dans le domaine de l'informatique. Là, ça se dessine de plus en plus pour toi. C'est de plus en plus clair. Donc le papa, du coup, il valide, la famille valide, tout le monde valide, c'est carré. Ok, c'est carré. Et donc là, toi, tu prends ce chemin-là, donc tu termines, je suppose, le lycée. C'est ça. Donc je fais une seconde générale. Seconde générale. Voilà. Arrivé en seconde générale, je commence à demander déjà quelles sont les voies qui pourraient me permettre d'aller dans l'informatique. On me conseille à l'époque, on me dit il y avait soit STI, soit STG. STG, il y avait une partie compta, tu vois. Et du coup... c'était quand même la filière STG qui me parlait un peu plus. Mais la problématique, c'est qu'il y avait la partie compta. Je détestais ça. Mais la problématique, c'est que j'étais obligé de passer par cette première année de compta. Et c'était en 2e année
du coup, en terminale, on avait la partie spécialisation. Et donc, je fais cette première année, je déteste. Hein. Mais on va dire, je serre les dents, tu vois, je me dis, il faut que je passe par là. Pour arriver à mon objectif. Voilà, pour l'objectif. Et donc, en terminale, je choisis option GSI, gestion des systèmes d'information. Ok. J'obtiens mon bac avec mention, je suis très content. Voilà, tu vois, ça se passe bien. On peut applaudir. Bravo, Ahmad, bravo. Ouais, voilà. Et donc, à la suite de ça, je vais faire une alternance. Tu vois, je vais faire une alternance. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait 2 grands courants dans le monde de l'informatique, développement ou réseau. Ok, ouais. Je savais que j'ai plus une affinité pour le développement, mais je me souviens que j'avais un de mes profs, en fait, qui est aussi prof, qui donnait des cours dans une autre école. Et lui, il avait plus ce truc, il faisait du réseau. Ok. Tu vois. Donc, il y avait plus cette appétence pour le réseau. Donc, je me suis dit, est-ce que je vais sur le truc que là, j'ai pour sûr, tu vois, à coup sûr, quitte à après voir plus tard pour revenir dans le développement, ou je cherche une école pour le développement. Mon prof a réussi à me convaincre et donc finalement je vais sur le réseau, tu vois. Mais je suis pas. T'es pas convaincu. Ouais, je suis pas convaincu, mais j'y vais quand même. Du coup, quand j'arrive dans le réseau, bah maintenant il faut trouver l'entreprise, tu vois. Ouais. Et je trouve pas d'entreprise. Donc je trouve pas d'entreprise, je perds une année. Tu dis que enfin, avec le recul là, tu penses que c'est dû à quoi? Bah franchement, je pense que c'est dû au fait que j'avais très très peu d'expérience. En vrai, à ce moment-là, j'avais très très peu d'expérience. Aussi, j'avais pas trop les codes en termes de profil. J'étais pas le profil le plus celui qu'on allait sélectionner en premier, tu vois. Je vais te donner une anecdote. C'est un truc C'est ce qu'on veut ici. On veut de l'anecdote un peu croustillante. On veut des. Raconte-nous. Qu'est-ce qui se passe un jour? Du coup, c'était le moment où on devait chercher justement les alternances. Donc, eux, ils avaient quelques entreprises partenaires. Bien sûr. Donc, c'était Air France, en l'occurrence. Ah, sympa en plus. Sympa quand même. Attends, non, c'était ou Air France ou Aéroport de Paris. C'était un des deux, tu vois. ADP ou ok. Voilà. Et du coup, on nous prévient dans la semaine, ouais, vous allez sûrement recevoir des appels en fin de semaine, etc. Soyez prêts et tout ça. Hein. Du coup, moi, je dis, ah bah, c'est cool, c'est top. Donc, je serai prêt pour le truc. Et il s'avérait que c'était l'été. Tu vois, je venais de valider mon bac, etc. C'était l'été. Et je me souviens d'une journée, je suis au quartier avec mes potes. Je suis posé. Et donc, c'était le jour où je reçois l'appel. Je suis posé au quartier avec mes potes. Ça sort les bécanes, etc. Les grosses motos, broum, broum et tout. Tu vois, donc, il y a du bruit de fou autour de moi. Je reçois l'appel à ce moment-là. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? La règle, les copains, on ne décroche jamais quand quelqu'un vous appelle. Surtout quand on cherche du taf. Retenez bien ça. Ouais, bah, j'étais petit, tu vois. J'étais encore jeune. J'avais quoi, 17 ans 17, 18 ans. Ah, et ouais, donc du coup, je reçois l'appel. En plus, je reconnais, je sais pas c'est qui. Donc moi, je réponds, oui, allô? Et là, c'est les gens de la. C'est la RH, tu vois. Donc là, ils commencent à me poser les premières questions. Et le problème, c'est qu'eux, ils me parlent. Mais il y a du bruit autour de moi de fou. C'est la moto qui passe, elle fait des allers-retours et tout. Et j'essaie de m'éloigner un petit peu, tu vois. Mais en plus, le pire, c'est que mes potes, c'est des gamins. Du coup, j'essaie de m'éloigner. Ah, mais c'est qui? Pourquoi tu te caches et tout ça? Bref, ils m'ont bousillé mon truc, tu vois. En plus, il y a du bruit. Et du coup, je dis, ah bah, je leur dis, excusez-moi et tout. Là, il y a beaucoup de monde autour de moi. Je suis désolé. Ils me prennent pas, ce qui était évident. C'est logique, on savait qu'on allait arriver à cette finalité-là. Tu vois, mais du coup, ouais, c'était. Et de toute façon, en vrai, c'était la seule opportunité que j'avais eue. Ah non, j'avais une autre opportunité aussi, où, pareil, entretien, tout ça, j'y vais, mais bon, finalement, ça le fait pas. Je pense qu'ils ont trouvé des candidats à qui c'était plus intéressant. Je me souviens que j'étais hyper loin aussi. J'habitais loin du lieu de l'alternance. C'est moi qui avais trouvé tout seul cet entretien, mais bon, bref. Voilà un petit peu. Et donc, finalement, je trouve pas. Mais en vrai, un mal pour un bien. J'en profite, je passe mon permis de conduire tranquillement. Je me ressens sur moi-même, je regarde et je me dis en vrai, j'ai envie de partir dans le développement. Et donc, in fine, tu trouves pas d'alternance du tout ou tu as fini par trouver? Ah non, je trouve pas d'alternance. Donc, cette année, je fais une année sabbatique, tu vois. L'année qui suit, du coup, tu reprends? Voilà, je reprends et je reprends bien. C'est-à-dire que j'ai le temps de me poser, regarder les formations, là où je voulais y aller. J'ai vraiment le temps de refaire mon comment ça s'appelle? Ton CV? Ouais, enfin, non, mais même ma trajectoire, en fait. Revoir ma trajectoire, pro, voilà, mon projet pro. Okay. C'est ça. Et je vais au lycée Paul Lapie. Donc, du coup, je m'inscris au lycée Paul Lapie, BTS SIO, Service informatique aux organisations. Okay. Donc, j'arrive là-bas, lycée Paul Lapie. Dans ma classe, il y a beaucoup de gens qui sont un peu comme moi, qui viennent de quartier, qui viennent de banlieue. Mais moi, en arrivant là-bas, j'ai gens avec des préjugés, tu vois. C'est-à-dire que c'est Courbevoie, c'est pas... Même si c'est en banlieue, on n'est plus à la même Gennevilliers. banlieue. Ouais. Eh oui, on n'est plus à Gennevilliers, là, tu vois. Et donc, quand j'arrive là-bas, il y a un choc, tu vois. Moi, je le sentais. Les personnes que je rencontre, du coup, qui ne sont pas dans ma classe,
Et moi, nous n'avons pas les mêmes codes, nous venons pas des mêmes milieux, tu vois. Et je me souviens, une petite anecdote, genre dans les débuts, on aimait bien charrier un peu avec mes potes, etc. de ma classe. Nous, on était très contents de cette... Je pense qu'eux aussi, ils avaient les mêmes a priori quand ils arrivaient, les mêmes préjugés. Et du coup, de s'être retrouvés entre nous, on était contents. Et pour dire, c'est encore des potes à moi aujourd'hui. Aujourd'hui encore, on se voit, tu vois. Ça fait peut-être bientôt 13-14 ans. Ah ouais. Et on est encore hyper potes aujourd'hui. Et on a noué des liens hyper forts, mais c'était nous, il y avait nous et les autres. Il y avait notre classe à nous et les autres classes. Donc on était vraiment un noyau. Et il y a des moments où, tu sais, on essayait de rigoler avec les autres classes, notamment dans la queue de la cantine, etc. Et je le sentais que les gens étaient crispés, tu vois. Tu sais, c'était un mélange d'appréhension, tu sais, ils comprennent pas et tout. Et donc, voilà. Ça, c'était ma première rencontre. Mais heureusement, je suis très sociable. J'aime bien parler avec les gens, etc. Donc, au final, ça se passe plutôt bien. Je fais mes 2 années, je valide mon BTS. Et donc, après mon BTS, je rentre en école d'ingé, à Issy-les-Moulineaux, ITEMA. Donc, j'arrive là-bas, ça se passe bien. Et là, je me redis, OK, on va retenter l'alternance. Parce que j'ai plus d'expérience. Maintenant, j'ai pu faire un peu de code, j'ai pu faire un peu de dev, etc. Et j'ai beaucoup plus de chance. Donc, j'arrive et je retente l'alternance. Mais donc, il y avait mes potes qui, eux, avaient choisi le réseau. Parce que ce qui se passe, c'est que, pareil, mon petit noyau dur là, du BTS, eh ben, on va tous quasiment dans la même école, tu vois. On avait un de nos potes qui avait trouvé cette école-là. Il nous a tous reco. On allait tout droit. Eux tous, ils étaient en réseau. Et j'étais le seul qui était en dev. Ils ont tous trouvé leurs alternances. Le réseau, c'était plus simple. C'est plus facile. Voilà. À l'époque, en tout cas, c'était plus facile. En tout cas, ouais. En tout cas, à cette époque-là, pour trouver une alternance en réseau, c'était beaucoup plus simple. En dev, c'était encore un peu compliqué pour moi. Et donc, j'arrive. Donc, je trouve pas d'alternance. Mais là, l'avantage, c'est que cette école-là, en fait, ils avaient développé une formation en parallèle, en initiale, qui était financée par, je crois, par la région ou autre. Donc, ils pouvaient me garder. Et je pouvais continuer à faire mon bac plus 3 là-bas. Donc, j'ai continué à monter en compétence sur le dev tranquillement et tout. Je valide mon bac plus 3 et je retente l'alternance. Et là, cette fois, ça fonctionne. Ça match. Tu vois. Ça y est. Donc, après, les copains sont persévérants. Eh oui, il faut abandonner. Master 1, donc là, c'est bon. Je suis développeur PHP Symfony. Je travaille chez Next Tier One. Voilà, première. C'est le Saint Graal, là, ça y est. Ça va, j'étais bon. Et du coup, t'es heureux à ce moment-là? Bah, je suis très heureux. Il y a un petit passage que j'ai sauté, je pense, qui est hyper important aussi. Et qui a joué, en fait. Je me suis rendu compte après, mais qui a joué sur le fait que je crée Banlieusards Nouveau. En fait, que pour moi, Banlieusards Nouveau a été une évidence. Tu vois, je l'ai passé en accéléré, mais tu vois, quand je trouve pas mes alternances, après le BTS, quand je trouve pas mon alternance, pendant 1 an, je galère, c'est un peu relou. Je suis dans une phase où je me demande, est-ce que je suis à ma place? Tu vois. Là, à ce moment-là, je me pose beaucoup cette question-là. Pas parce que je t'avais dit, moi, mes potes, ils vont tous en réseau. Moi, je suis en dev. Je suis le seul à être allé en dev. Dans ma classe, là, il n'y a pas de mec de quartier, tu vois, pour le coup, vraiment. Donc là où j'étais dans un petit noyau en BTS avec des gens avec qui j'avais les mêmes codes, là, j'arrive, on n'a pas les mêmes codes. Rupture. Voilà, rupture. Ce qui m'aide, c'est que je suis hyper sociable, donc je change bien, je parle bien avec les gens. Mais tu vois, il y a ce petit truc où je me demande, est-ce que je suis réellement à ma place? À l'époque, tu te souviens, tu penses que tu arrives à identifier c'était quoi être à sa place? Tu savais déjà à l'époque ce que ça voulait dire? Non, pas du tout. Non. C'était dans ma tête. En fait, c'était juste une question de est-ce que les personnes autour de moi, est-ce que ça fit bien? Est-ce que se comprend? Est-ce qu'on a les mêmes codes? Est-ce que, tu vois? Tu vois, parce que moi, j'étais programmé dans mon quartier, ils n'ont pas été programmés dans les mêmes environnements. Donc, forcément, on n'a pas totalement les mêmes codes. On n'est pas aligné à 100%. C'est quoi, là, du coup? Ça y est, donc, tu es enfin développeur. Tu es développeur full stack à l'époque? À l'époque, ouais. Bah, en fait, à l'école, ils nous formaient sur les deux. Donc, front et back. Un peu de front et un peu de back. Bon, pour ceux qui sont un peu voilà, tech et qui qui dis full stack, tu dis les termes. Effectivement, il faut préciser, il y en a plein qui ne savent pas. Bon, donc tu finis dev, en gros. C'est quoi le déclencheur? Qu'est-ce qui fait que tu te dis, en fait, non, c'est pas ma place. Enfin, c'est pas ma place, c'est pas ça que je veux faire. C'est autre chose que je veux faire. Tu parlais justement de la transition, tu te sentais pas à ta place et du coup, c'est un peu comme ça qu'a été créé Banlieusards Nouveau. C'est quoi le déclencheur? Qu'est-ce qui s'est passé d'un coup? Bah, en fait, je me pose des questions, mais je reste quand même à l'école. Hein. C'est-à-dire que en fait, je me posais la question d'arrêter, mais j'ai pas arrêté. Ouais. J'ai pas arrêté, mais voilà, c'était ce petit décalage-là. Et je me souviens, ce qui fait que je continue, ce qui fait que je persiste, ça, en fait, j'ai raconté beaucoup de fois cette histoire, mais ce qui fait que je m'accroche, c'est que tous les jours, je prenais le RERC et j'allais ici les Moulineaux. Gennevilliers, ici les Moulineaux. Je prenais le magazine. Tu vois, maintenant, ils ne donnent plus de magazine dans le métro, mais à l'époque, ils donnaient encore le magazine. Oui, et du coup, je prends le magazine métro. Non, c'est le 20 minutes.
je prends le 20 minutes, je le lis, tout ça. Et j'arrive à une page. Je tombe sur qui dans cette page-là? Moi, je sais déjà. Voilà, tu sais déjà, tu vois. En fait, c'est mon bon gars aujourd'hui. Je tombe sur un article qui parle de Moussa Camara. Et tu as vu là où, en fait, c'est la première fois que je lis un truc où on voit, pas une célébrité, quelqu'un qui est connu d'ouf, quelqu'un lambda comme moi, qui vient des mêmes milieux, en plus on a les mêmes origines, qui fait quelque chose de fort. Je me dis, ah, c'est fort ce qu'il fait. Tu vois, là, il y a ce petit truc où je me dis, c'est fort ce qu'il fait, et en fait, il se pose pas la question de lui, à cette époque-là, il en s'est déterminé. Ouais. Je vois que les personnes avec qui il est, c'était des patrons du CAC 40 et tout. Lourd. Ouais. Je me suis dit, ah ouais, quand même, il a réussi à faire ça, il se pose pas la question, lui. Et tu vois, moi, je suis là, je me pose la question, est-ce que c'est pour moi? En fait, la réponse, elle est simple. C'est à moi de déterminer si c'est pour moi. Ça, c'est moi qui le décide. Et si justement, je veux que, peut-être qu'à l'avenir, il y ait plus de personnes qui puissent y être, faut bien que ça commence quelque part, tu vois. Bien sûr. Et donc, je me dis, non, en vrai, je vais rester en dev. C'est pas grave, je suis le seul, écoute, moi, c'est ma place, je vais rester en dev. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a fait rester. Par la suite, j'ai eu d'autres personnes encore, tu vois, pour lesquelles j'ai vu des interviews, donc, qui m'ont conforté un peu dans cette idée-là, tu vois. Mais voilà, en tout cas, la première chose qui m'a inspiré, qui m'a fait rester. Donc, je valide M1, M2, tout est plié. Je me marie après. Merci beaucoup. Je me suis marié jeune. Ouais. Je me marie, je valide. Donc, je valide mon M2, je me marie, je signe un CDI. Même avant d'avoir validé le M2, je signe mon CDI, ça c'est vrai. Donc là, c'est genre magnifique, tout roule. Tout est carré, tout est carré. Et en même temps, j'ai ma première fille. En même temps, tu vois. Tout s'enchaîne. À 24 ans. À 24 ans, j'ai tout ça en même temps, tu vois. Donc voilà, j'arrive, je rentre dans le monde du travail, tout est carré, c'est fluide. Ouais. Je surfe de 2017, donc je valide en 2017 mon diplôme. De 2017 à 2019, c'est fluide, c'est carré, tu vois. Et là, 2019, je commence à entreprendre un petit peu. Comment ça se passe? Je rentre par la porte de l'entrepreneuriat, mais c'est juste par des petits tests comme ça. Je me souviens, à cette époque-là, je commençais à être passionné. Je suis dans la tech, je suis un geek. Je commence à être passionné de tout ce qui est objets connectés. Donc, j'achète des objets connectés et je connecte ma maison. Mais ça, c'est mon kiff à moi, tu vois. Okay. Et je snappais, je mettais ça sur les réseaux sociaux. Et je vois qu'au début, les gens ne me croient pas. Tu sais, je disais, hey, Google, allume la lumière de là-bas, etc. Et les gens croyaient que je me foutais d'eux, tu vois. Ils croyaient que c'était pas vrai. Quelqu'un qui allumait et tout. Voilà, tu vois. Et du coup, je leur montre. Je leur dis, regardez, l'interrupteur, il est là, etc. Bref, je fais mes trucs. Et je vois qu'il y a de l'intérêt, il y a des gens qui veulent la même chose. Je me dis, ah, vous voulez la même chose, ok. Je me dis, attends, je vais faire un test. Je vais leur vendre les trucs, mais prix coûtant. Tu vois, je fais pas de bénéfice. Prix coûtant juste pour tester, voir est-ce que les gens vont vraiment prendre. Donc, j'achète un truc et je leur revends au prix coûtant. Et je vois que ça prend. Il y en a qui kiffent, etc. Je commence à leur mettre des petits scénarios chez eux. Je leur branche, je sais pas, avec la Chromecast, je sais pas, tu dis Google, mets tel truc sur Netflix, etc. et tout, tu vois. Et donc, je commence à vendre, etc. Les objets connectés, tout ça, ça se passe bien. Je prends le truc plus au sérieux. Je fais mon site, je vois qu'il commence à avoir des commandes, donc je kiffe le truc. Mais j'ai jamais créé la vraie structure parce que moi, je suis développeur et j'étais pas non plus prêt à tout lâcher pour mettre à 100% sur ça, tu vois. Ouais. Donc, vas-y, je fais ma petite vie, voilà, j'ai ça à côté qui tourne, mais c'est pas non plus un projet très, très sérieux. Et un jour, en rentrant du travail, donc du boulot, je travaillais à Prisma Media à cette époque-là. Prisma Media, c'était à l'époque, je crois que c'était promu au 10e groupe média de France. Okay. J'étais développeur. Donc, belle boîte, du coup. Ouais, c'est une belle très, boîte, très belle bon boîte. Cadre, bon salaire. Bon salaire, tout va tout bien, roule. J'ai une belle équipe. Tout. De 2017 à 2019, tout roule. Tu vois, c'est vraiment bien. Et donc, je te disais, donc Prisma Media, ils sont à Gennevilliers. Tu vois, là aussi, je trouve une entreprise qui est dans la ville. Et pourquoi je vais là-bas, c'est parce que j'étais dans une autre boîte avant, et quand tu as un commercial qui vient me débaucher, il me dit, en fait, ce qui m'a fait tilter, c'est pas Prisma Media, c'est Gennevilliers. Ouais. Il me dit, ah là, j'ai une entreprise dans la ville où j'ai grandi. Okay. Donc, j'y vais à Prisma Media, je bosse là-bas. Et en rentrant du boulot, j'avais ma petite routine. Tous les jours, je termine Prisma Media, je récupère ma fille qui est chez la nounou. Sa nounou, elle est dans le quartier où j'ai grandi. Ouais, donc magnifique. Magnifique. Je vois mes potes tous les jours. Ouais. C'est la même chose. Je rentre du boulot, je vois mes potes, on discute. Je prends 20 minutes, je prends la route, je rentre avec ma fille. Tu vois, simple, efficace. Incroyable. Et c'était un été, donc je fais la même routine. Et là, tu sais, ça charrie un petit peu. Tu sais, j'étais en costume. Les mecs, ils aimaient bien me charrier. Ah, beau gosse, nanana, Idriss Elba. Et bref, ça, je me rappelle, ils aimaient bien me charrier comme ça, tu vois. On charrie un peu en chambre. Et je parle avec des petits un peu. J'essaie de prendre la température. C'est comme en ce moment, vous faites quoi, les gars, tout ça. Et en fait, ce jour-là, le débat, la discussion, c'était... en fait, quand on vient d'un quartier, on peut faire ce qu'on veut. Non, on peut pas faire ce qu'on veut. Non, c'est compliqué, plafond de verre, nanana. Et les petits, genre, vous faites quoi en ce moment?
Et les mecs, en fait, ils étaient persuadés, en fait, enfin, ils étaient en mode, ouais, moi, je vais faire de l'argent. Livreur Amazon, chauffeur Uber Eats, nanana. Et De l'argent rapide, du coup. ouais, c'est ça. Mais sans grandes ambitions. Sans ambition. Et c'était pas un truc dans lequel ils se projetaient. Ils voulaient que faire de l'argent. Et du coup, je dis, oh, mais j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'ils aimaient. Tu vois, qu'est-ce qu'ils aimaient, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi votre carrière? Parce que là, ok, vous faites ça tout de suite maintenant, même une fois que vous avez fait de l'argent, vous voulez C'est faire quoi quoi le projet? après? C'est quoi le projet C'est quoi la pro? suite? Et là, je me rends compte d'une chose, en fait, il y a un plafond de verre. Les gars, tu vois, en fait, ils sont courageux, ils sont ambitieux, mais il y a un plafond de verre. Ils ne se projettent pas, ils ne s'autorisent pas à se dire que je peux faire d'autres choses par passion. Tu vois. Une limite qui se mettent déjà eux-mêmes. Exactement, ouais. Et moi, du coup, je leur dis, mais regardez, moi, par exemple, depuis tout petit, je vais être développeur, nanana, tout ça, regardez, je suis développeur aujourd'hui. Ouais, mais ils me répondent, ouais, mais il y a un cas sur X, nanana. Ouais. Du coup, moi, entre guillemets, pour eux, j'étais ça. Et après, quand je réfléchis, je regarde. En vrai, moi je suis allé jusqu'au bout de mes études et j'ai pu le faire. Mais en vrai, quand je regarde dans tous mes potes, Autour de toi. ils avaient raison. Tu vois, ils avaient raison. Et selon moi, qu'est-ce qui expliquait ça? C'est que moi, en réalité, je n'étais pas le bon exemple. Parce que, comparé à beaucoup, j'ai eu la chance depuis tout petit de savoir ce que je voulais faire. Et c'est les concours de circonstances qui m'y ont amené. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance-là. Tout le monde ne pense pas comme moi. Ouais. Chacun son histoire. Mais ce qui se passe, c'est que ton environnement joue grandement dans ta perception de toi-même et ton environnement joue grandement dans la façon dont tu te projettes dans l'avenir. Si sûr. autour de toi, je te mets des gens qui sont avocats, je sais pas, des gens qui sont ingénieurs, ou même un boulanger, un pâtissier, un coiffeur, mais que ce sont des gens qui ont fait ces choix-là par passion, bah, tout de suite, tu vas comprendre que si tu aimes quelque chose, eh ben, cette chose-là, elle est réalisable. Mais si autour de toi, tu vois, au final, tu as des gens qui prennent des choses par défaut, qui prennent ce qu'on leur laisse, là où on les accepte, eh ben, forcément, toi aussi, tu vas faire la même chose. C'est pas la même chose. Donc, je me suis dit, en réalité, peut-être que dans les quartiers, on a besoin d'autre chose. Il y a beaucoup de problématiques à régler. La société ne facilite pas, mais il y a quelque chose sur lequel on peut nous jouer, on peut nous agir, c'est les représentations. Comment est-ce que je fais en sorte que les jeunes, les typeux, eh ben, ils se disent, moi, je veux faire ça et je vais me permettre de le faire. Eh ben, c'est juste en leur montrant des gens qui l'ont fait. Par la répétition, tu vois, forcément, on contribue à changer ces représentations-là, ces schémas qui sont dans leur tête. Et donc, je me dis, OK, bah, je vais leur montrer des gens qui leur ressemblent. C'est à ce moment-là que tu t'es dit, je C'est à vais ce créer moment-là, Ok. ouais. L'étincelle, elle est là. hein. L'étincelle, elle est là, ça part de là, tu vois. Je vais créer un compte Instagram où c'est même pas un média. Je vais créer un compte Instagram où je vais filmer des gens qui viennent de quartier et qui ont fait des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, ou des choses en tout cas où je sais que quand les plus jeunes vont voir, ils vont se dire, et même les moins jeunes en vrai, ils vont se dire, ah ouais, mais je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ah, mais ça, c'est lourd. Ah, mais c'est rare ces trucs-là, tu vois. Et donc voilà, c'est comme ça que je crée le compte Instagram Banlieusards Nouveaux. Tu viens du coup d'un milieu qui est populaire. Ouais. Tu viens du coup d'une famille qui n'a pas forcément beaucoup de moyens. Tu me dis Ouais, si une je me famille. trompe. hein. Non, tu te trompes pas. Mes parents, moi, mon père, il a fait beaucoup d'années de livraison. Il a cumulé même deux jobs, tu vois. Il travaille aussi dans les restaurants à la Défense. Ouais. Ma mère, elle était cuisinière Ouais. dans une maison de retraite. Donc, Magnifique. voilà. Ok. Donc, tu as manqué de rien, mais on n'était pas hyper aisé, quoi. Exactement. Bon, je vois bien le... On est dans la même équipe, donc je vois bien. Je sais aussi à quel point on peut avoir une pression, tu sais, de réussite quand on vient de milieux comme ça. Donc, au moment... Ça, c'est un moment qui est très important pour moi aussi dans ce podcast. Tu es développeur, tu es en CDI, tu gagnes bien ta vie. Et pourtant, ça va être un moment de bascule hyper important. Tu vas devoir progressivement ou d'un coup quitter ce job-là, donc cette sécurité, pour te lancer... Alors qu'on a évidemment une pression qui est très forte aussi dans nos entourages de réussir. Comment tu gères ça? Ouais. Bah, c'est totalement ça, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, je t'ai dit jusqu'à 2019, tout va bien, tout roule. C'est fluide, c'est bon. Mes parents, ils sont contents. Leur fils, il est ingénieur, etc. et tout. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que ce projet que je crée au début, qui est juste un compte Instagram, eh ben, il prend de l'ampleur. Mais là, pour moi, c'est pas juste... C'est pas comme quand je vendais les objets connectés. Là, c'est un projet où... je me dis, je peux changer des choses pour les gens, tu vois. Et j'avais commencé à le voir déjà. C'est-à-dire qu'à toute petite échelle, il y a certaines personnes que j'avais interviewées qui viennent me dire, hey, tu sais, grâce à l'interview, j'ai tel truc derrière. Et là, il y a quelque chose qui me dit, non, il y a quelque chose à faire, tu vois.
Là, ça dépasse juste le cadre du compte Instagram. C'est pas juste un truc où, effectivement, qui avait fait écho. Parce que quand je crée Bon les Arts Nouveaux, je me dis, oui, à l'époque, moi, ça m'avait aidé de voir des gens comme moi. Ça m'avait aidé de voir un Moussa Camara, donc les jeunes, nanana. Là, c'est quelque chose qui va beaucoup plus, qui va beaucoup plus loin. Tu vois. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. Et je me dis, il faut que je quitte. En fait, il faut que je fasse un choix. Tu vois. Parce que ce qui se passe, ah oui, pour accélérer, parce que là, je l'ai vraiment fait en accéléré. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a le Covid aussi. Donc, 2019, on arrive fin 2019. Eh oui, Covid. Le Covid, il tombe. Okay. Tu vois, Covid, il tombe. Donc, je crois que c'est mars, le 16 mars 2020. Tout le monde est confiné. Shutdown. Nous sommes en guerre. Tu vois, nous sommes en guerre. Et on est comment aujourd'hui? On n'est pas le 16 ou le 17? On est le 18. Bon vois, timing, là, les copains. Bon timing. Le timing, hein. Ouais. Nous sommes en guerre, tu vois. Donc, Covid et tout. Je tombe hyper malade. Chômage partiel, mais je taffe plus déjà au début, parce que j'ai attrapé le Covid direct. Le jour où nous sommes en guerre, bah, moi, j'ai les premiers symptômes, tu vois. Truc de ouf. Incroyable. Je perds 8 kilos en 2 semaines. Ah ouais, PLS, quoi. Je vais à l'hôpital, mes poumons, ils sont atteints de ouf. Mais non. Moi, c'était chaud. Ah ouais. Donc, tu sais, en fait, même quand je ressors de là, parce que franchement, vraiment, la vérité dans ma tête. Ah, tu t'es dit, c'est chaud. Dans un petit coin, j'ai rien dit à personne, mais dans un petit coin de ma tête, je me suis dit, tu sais, à la télé, tu vois, on dit tous les jours, il y a des gens qui meurent, etc. J'entends autour de moi, il y a des gens qui perdent des gens de leur famille. Franchement, tu t'es dit, c'est chaud. Moi, dans ma tête, je me suis dit, là, je crois qu'il y a moyen, sur un malentendu, tu quittes le game. Okay. Ouais, tu vois. Et finalement, je récupère bien et tout, tu vois. Et donc, on va dire que même dans ma tête, à ce moment-là, c'est comme une renaissance. Vraiment, je te jure, je switch. Tu vois, je récupère la santé, je me fais une boule à zéro et tout, tu vois. J'ai l'impression que je repars clean. Je perds 8 kilos tout du coup, je suis tout frais, tu vois. Et à ce moment-là, il y a un switch qui se fait parce que je reviens bien, je reprends Bon les Arts Nouveaux en main. Je passe plus de temps là-dessus. Je vois comment est-ce que on retouche une photo, comment ça se fait, comment on fait pour faire une vidéo, etc. J'ai plus de temps devant moi. Et à côté, étant donné que je suis en chômage partiel, je développe plus. Puis ensuite, voilà, on sort du Covid, etc. On revient au bureau, mais c'est pas comme avant. Déjà, on est en télétravail, on revient un jour dans la semaine, ou je crois 2 jours dans la semaine. Moi, ce que j'aimais bien en taf, c'est que je rencontrais des gens, j'avais mes collègues, etc. J'avais ma routine, j'avais mon sport et tout. Et donc, je reviens dans un métier qui ressemble plus à ce qu'il était. Ça a changé. Voilà, qui a changé. Et à côté, j'ai un projet qui a pris du poids et qui t'excite. Voilà, et c'est ça, et qui n'est plus aussi ce qu'il était au moment où je quittais où on rentrait en Covid. Ouais. Tout a changé au final. Tout a changé. Et donc, là, tu as vu, je suis sur un point de bascule. Et on arrive fin 2020. Je vois passer une pub sur Instagram. Donc, à cette époque-là, entre-temps, Moussa et moi, on s'était connus. Du coup, Moussa, j'avais pu l'interviewer. Je me suis rapproché de pas mal des personnes du réseau des déterminés et tout. Mais jamais dans ma tête, je m'étais dit que moi, j'irais, tu vois. Jamais de ma vie, je m'étais dit que j'allais faire les déterminés. Mais comme ça, tu vois, sur un coup de tête. En fait, le timing était parfait. J'étais dans une phase où je me pose des questions. J'avais fait un point avec mon responsable. Tu sais, même lui, il avait senti, c'est comment, tout ça, nanana. Et donc, je vais sur les réseaux sociaux, je vois la nouvelle promo des déterminés, il faut postuler, etc. Nanana. Il reste 2 jours avant la clôture des candidatures. Ouais. Les candidatures sont clôturées, je crois que c'est vendredi, on est mercredi. Tu vois. Et là, je me dis... C'est ton moment. En fait, je me dis, je vais quitter mon taf, mais en même temps, je me dis, tu vas pas faire ça. Ouais. Tu peux pas faire ça. Tu crois pas toi-même. Moi-même, j'y crois pas. Mais je le fais. Et tu le fais. J'en parle avec ma femme. En fait, ce que je fais, c'est que j'en parle avec ma femme, j'en parle avec mes parents. Et en fait, en fonction de ce qu'ils m'auraient dit, ça aurait drivé. Et en fait, je vois que ça les choque pas quand je leur dis ça. Ils t'ont soutenu, là Ils m'ont pas soutenu, ils me posent des questions, mais ça les a pas choqués. Et donc, du coup, le fait que ça les ait pas choqués, je me suis dit, mais peut-être que finalement, peut-être qu'il faut y aller. Peut-être que c'est pas si fou que ça. Tu penses que si t'avais dit, n'y va pas, si ta femme ou tes parents t'avaient dit, franchement, non, c'est chaud, tu fais de la merde, tu peux pas quitter un CDI pour rien, tu penses que tu serais pas parti? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas. En fait, me connaissant, je serais peut-être parti, mais pas avec la même grinta, pas avec la même énergie, tu vois. Ouais. Mais j'aurais peut-être pu ne pas partir aussi. Donc, comme quoi, ça change. Ça peut changer la donne. Ça change la donne. Bien sûr. Okay. Je me rappelle à ce moment-là, mon père, il est au bled en plus. Tu vois, donc je l'appelle, je lui dis au téléphone. Il est au téléphone et tout. Lui qui, à la base, voulait en plus que tu sois ingénieur. Voilà, tu vois. Et oui. Mais il tilte pas. Enfin, il te dit pas. En fait, ce qui se passe, je pense, ils m'ont fait hyper confiance parce que tout mon parcours depuis tout petit,
chaque chose que j'ai voulu faire, je l'ai fait. C'était carré, tu vois, c'était fluide. Donc, ils se sont dit, on comprend pas, on maîtrise pas son truc là, mais s'il veut faire ça, tu vois, c'est que je vois quelque chose. Et tu vois, j'ai pas eu tort. J'ai pas eu tort de suivre mon instinct, mais ouais. Je quitte mon job, je me mets. Du coup, je négocie une rupture conventionnelle. Ok. Donc, Au taf, ça les arrange en vrai. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, restructuration des équipes et tout, il n'y a pas de souci. Janvier, je rejoins les déterminés. Janvier 2021. Mais je viens, j'ai un compte Instagram, je suis pas un média, je sais pas comment ça fonctionne. Je viens à zéro, je suis au point zéro là. Ouais. Et tu vas devoir tout développer. Donc, Tout c'est développer. incroyable. Et donc, à partir de là, c'est fini. Donc, tu n'es plus dev. plus dev. Le projet se lance. Là, du coup, le projet se lance. Tu te lances dans l'entrepreneuriat. C'est un milieu, un monde qui n'a rien à voir avec ce que tu as connu avant. Et donc, quelque part, pour moi, c'est un peu aussi le moment, peut-être, où ça y est, il y a un peu le choc des cultures, le choc de tout. Comment tu vis ce moment où où du coup, tu vas commencer à entrer dans un cercle qui n'est pas du tout ton cercle d'origine, ni ce que tu as connu avant? Bah, en fait, ce qui est bien, tu sais, comme je t'ai expliqué, j'avais déjà commencé à avoir une mini-expérience quand je vendais mes objets connectés. Yes. C'était le premier truc. Comme je t'avais dit, depuis tout petit, j'avais aussi cette appétence un peu, tu sais, pour l'innovation, l'entrepreneuriat. C'est des choses que je regardais, mais vraiment de côté. Donc, quand j'arrive dans ce monde, alors effectivement, je découvre, je n'y connais rien du tout. C'est-à-dire que là, j'apprends, je découvre, mais je rentre par la porte des déterminés. Et c'est là où c'est ce qui m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que quand j'arrive, bah, je rentre avec des gens de ma promo qui sont à peu près comme moi. Ouais. Les intervenants qui viennent nous voir sont des gens qui ont pas mal d'expérience, qui maîtrisent de karaté, qui savent ce que c'est et qui nous font gagner beaucoup de temps. Et c'est-à-dire qu'en 6 mois, en vrai, j'ingère en termes de connaissances et de compétences ce que j'aurais peut-être pu apprendre en 2-3 ans si je l'avais fait de mon côté tout seul. Donc, c'est ce qui m'aide. En fait, quand je sors on rentre en janvier, en juin, quand je sors, en fait, je suis robuste, je suis rodé déjà. Là, je suis vraiment rodé. J'ai un réseau. Et en fait, la fin des déterminés, c'est pas... Enfin, la fin de la formation, en vrai, c'est là où tu commences vraiment. Parce que tu sors avec des clés qui vont te permettre de vraiment te développer. Quand tu es dans la formation, certes, tu développes un peu ton projet à côté, mais tu es plus encore dans l'apprentissage. Et tu développes ton réseau. Et moi, ça m'a réussi, tu vois. J'ai vraiment... L'écosystème de déterminés, c'est quelque chose qui a fité. Avec moi, ça a fité, enfin, 200%, tu vois. Le vrai besoin que tu avais au moment où tu te lançais. Donc, du coup, tu lances le média. Donc, progressivement, du coup, ça commence à prendre de l'ampleur. Ça va assez vite, en vrai, l'accélération? Franchement, au début, ça va doucement, tranquille. Tu vois, genre, je rentre et j'ai 2000 abonnés. Je sors, j'en ai 7000, je crois. Ok. C'est bien. C'est pas un truc de fou non plus en 6 mois, mais c'est bien, tu vois. J'ai pris 5000 abonnés. Donc, ça va, ça allait. Mais c'est surtout sur la dimension. En fait, ce qui s'est passé entre-temps, c'est la crédibilité que j'ai pris. On a pu muscler notre jeu. J'ai commencé à sortir des contenus plus travaillés, plus poussés en termes de qualité. Aussi également en termes de réseau. Je sais pas, je commence à faire des premiers events avec Adidas. Tu vois, ils nous invitaient sur des événements. Donc, c'est des petites choses qu'on jouait. C'est-à-dire que pour un mec qui vient en janvier, il connaît rien au monde des médias. 6 mois après, on commence à l'inviter sur des événements. Je commence à faire des interviews un peu plus sérieuses. Je commence à faire du chiffre aussi. Ça va, tu vois. Je me dis, on est bien lancé. Tu ressens un syndrome de l'imposteur là quand tu lances, parce que du coup tu n'as jamais été entrepreneur, c'est ta première fois. Tu viens d'un milieu où il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui entreprennent, toi, de ce que tu nous racontes avant. Tu as déjà ressenti ça? Ouais, c'est vrai que là j'en ai pas parlé, parce que pareil, je l'ai fait un peu en accéléré, mais t'inquiète, je sais. Tu fais bien de revenir dessus. Mais c'est important. C'est vrai que dans les débuts, donc tu sais, le moment où je me dis je vais créer le compte Instagram, etc. et tout, je fais une vidéo dans laquelle j'explique mon ambition. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que je me connais, j'avais besoin de prendre... En fait, vu que je donnais ma parole devant les gens, j'étais obligé de la tenir. Et c'était le moyen que je m'étais imposé pour m'assurer que j'allais le faire. Tu vois. Et donc, je fais cette vidéo où j'explique ce qu'on va faire, pourquoi Banlieusard Nouveau, nanana et tout. Et d'ailleurs, pourquoi Banlieusard Nouveau? En fait, à la base, c'était pas censé être un média. C'est-à-dire que Banlieusard Nouveau, c'est un hashtag que moi, j'utilisais pour moi personnellement, tu vois. Et du coup, je me dis, quand je lance mon projet, je me dis, je vais créer ce truc Banlieusard Nouveau, qui est en fait, pourquoi Banlieusard Nouveau? À l'époque, déjà, c'était un truc qu'on utilisait beaucoup. Renoir Nouveau, Rebeu Nouveau, etc. Comorien Nouveau, ces trucs-là. Et pourquoi Banlieusard Nouveau? Parce que c'est, pour moi, en tout cas, le hashtag, ce sens-là, c'était d'expliquer qu'on était des banlieusards, mais on ne rentrait pas dans la case et dans les clichés que la société mettait sur nous. On était des nouveaux banlieusards. Tu vois, ce nouveau, en fait, il avait juste,
comme mission de venir briser tous les clichés. Tu vois, ça remettait en question. Pourquoi le nouveau? Donc les gens ils se posent leurs questions, ils y réfléchissent, tu vois. Donc voilà pourquoi Banlieusard nouveau. Mais pour le syndrome de l'imposteur, j'y reviens. Ouais, désolé, je t'ai coupé au milieu. Ouais, Il fallait que je pose la question, on l'avait pas. Parce que c'était intéressant, mais parce que pareil, petite anecdote, c'est que dans les premiers, genre je sais pas, les premiers jours, les premiers mois, quand je crée le compte Instagram et tout, vu que je m'étais filmé, je m'étais mis en avant, j'avais pris, entre guillemets, j'avais fait la promesse aux gens que j'allais faire ça. Moi, je voyais comme une promesse. Pendant longtemps, je me demandais, tu sais, je me parlais à moi-même, je me disais, mais t'es un fou, Qu'est-ce que tu fais là? qu'est-ce qui t'a pris de faire ça, Ouais. tu vois? Tu sais, toi, t'es un développeur, qu'est-ce que tu fous là? T'es pas de ce monde-là, ça n'a rien à voir, t'as pas fait d'études dans ça, tu vois. Et donc, pendant longtemps, j'ai eu ce truc-là. Pendant très longtemps, ça m'a suivi. Même quand je rentre chez les déterminés, ça me suit encore un peu. Et à partir de quand, du coup, tu le En fait, ressens ça s'est plus? fait très progressivement. Tu le ressens encore aujourd'hui ou pas? Non, aujourd'hui, ça va. C'est fini. Maintenant, c'est fini, ça y est. En fait, ce qui se passe entre-temps, c'est que comment j'ai réussi à combattre ce truc-là? Je me dis, en réalité, le message que je véhicule sur Banlieusard nouveau, c'est de dire quoi? C'est de dire tu veux faire quelque chose. Tu vois, si je devais vraiment le vulgariser, tu veux faire quelque chose, fais-le, calcule pas les gens. Ok. Bah, faut que je me l'applique à moi-même. Ouais. Je vais faire un média, bah, je le fais, je calcule pas les gens. C'est tout. Je me donne les moyens, je donne le maximum, mais je le fais. T'es dans un média, donc en plus, il y a un côté très représentation, tout ça. Je pense que là, aujourd'hui, tu collabores avec des marques, tu l'as dit, avec des entreprises et tout. Est-ce que tu as senti à un moment que, entre tes valeurs à toi et ce qu'on te demandait, ça commençait à devenir un peu chaud, tu vois? Parce que, évidemment, les entreprises, elles ont des envies et des besoins. Mhm. Et puis toi, bah, tu as tes valeurs à toi. Est-ce Mhm. que tu arrives aujourd'hui à trouver un équilibre? Ça a été dur parfois ou pas? Franchement, ça n'a pas été dur. En fait, les personnes avec qui les entreprises, les collabs que j'ai eu à faire, ce qui est bien, c'est que ça a été c'est des collabs un peu naturels. C'est-à-dire que les gens qui viennent me voir, avec qui je travaille, ils connaissent à peu près la cible, ils connaissent à peu près l'écosystème. Ils vont pas me demander des choses, tu vois, qui sont pas trop. Après, j'ai quand même fait attention à certaines choses vis-à-vis du média. Tu vois, par exemple, tout ce qui est politique, je fais attention. Ok. C'est prendre, en tout cas, tu sais, montrer une attache à un parti précis ou, enfin, la politique en fait et moi, voilà, j'aime pas trop ça, tu vois. En Ok. vrai. J'avais vu Ouais. déjà. Là, j'aime pas trop ça, tu vois. Donc, Ouais. c'est une des choses auxquelles je suis sensible et auxquelles je fais attention, tu vois. De ne pas associer du coup l'image du média ou à un parti ou à... Tu vois, c'est ça que tu... C'est ça. Ok. C'est ça. Ok, hyper cool. Là, le podcast, nous, il parle d'identité dans le monde du travail. Est-ce que tu sens que tu as dû changer là? Que tu as changé? Évidemment que tu as changé entre le Hamad développeur et le Hamad d'aujourd'hui. Ouais. Ça a évolué, mais est-ce que tu sens que tu as dû te fondre un peu dans le moule pour arriver du coup à développer le média comme toi tu veux? Franchement, pour le coup, j'ai pas eu du tout à me fondre dans le moule. Bah, pareil, l'avantage en fait, c'est que là, moi, j'entreprends dans un écosystème de démarrage qui est déterminé. Ouais. Là, on va jamais me demander de jouer un rôle qui n'est pas le mien. Et là où on a réussi encore avec Banlieusard nouveau à faire quelque chose de fort, c'est que, en fait, les gens avec qui je travaille, avec qui j'ai pu travailler, c'est pas des personnes dont moi j'ai besoin. C'est des personnes qui ont besoin de nous. Tu vois un petit peu? Parce qu'aujourd'hui, avec Banlieusard nouveau, on représente des personnes qui ont une culture qui est forte. La street culture, la culture qui vient de nos quartiers, aujourd'hui, elle est ultra influente. Et elle a influencé beaucoup de secteurs, tu vois. La photographie, les films, la musique, la mode, tu vois. Donc, il y a eu un peu une inversion, tu vois, des forces, en tout cas, sur ce niveau-là. Et donc, ce qui fait qu'en fait, en restant moi-même, en étant naturel, même si tout le monde ne l'a pas encore perçu, mais moi, j'ai compris que ce qui fait qu'aujourd'hui, je me démarque, c'est ce qui fait ma singularité un petit peu dans cet écosystème-là, c'est que je m'assume à 200%. C'est en restant justement toi. Sans rester en moi. Toi aussi, pareil. Tu vois, quand t'es avec ta casquette, en vrai de vrai, t'envoies un message un petit peu, tu vois, c'est ce truc de, moi, je suis à l'aise avec ma casquette, je vais garder ma casquette, et ça m'empêchera pas de bosser avec des grandes marques, tu vois. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un de moins pro, tu vois. C'est l'essence même de ce podcast. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui réunis ensemble. Est-ce que toi, on t'a déjà... Moi, oui, et de toute façon, c'est aussi pour ça que je t'ai invité. Parlé, ouais. Et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast. Mais est-ce qu'on t'a déjà demandé de changer? Toi, franchement, pas pour l'instant. Et en vrai,
je pense que la porte, elle n'est pas ouverte. Je laisse pas de... Il n'y a pas de place, en fait. Je pense qu'il n'y a pas de place. Peut-être que aussi, j'ai pas été à un certain niveau. Toi, la différence entre toi et moi, c'est que toi, aujourd'hui, tu bosses avec beaucoup de groupes plus institutionnels, tu vois. Là où moi, ça reste quand même des gens qui viennent vers moi, qui vont chercher ce public-là. Et c'est incohérent de venir me voir pour dire aujourd'hui on veut tuer les jeunes de milieu populaire. Mais par contre, Ahmad, viens pas avec ta paire de TN, s'il te plaît. Viens avec des paires de souliers, tu vois. Donc, non, je pense que toi, en vrai, tu vas continuer normalement d'être très préservé. Comme tu as dit, c'est l'essence même de ton média. Ce serait quand même très chelou qu'on te demande de venir lisser sur un truc qui est quand même ton bébé. Ouais. Bon, magnifique, on a déjà beaucoup échangé. Je suis très content là du coup de ce qu'on a fait. On va arriver gentiment vers la fin. C'est passé vite. C'est passé vite. Ça fait déjà un moment qu'on discute. Je regarde le chrono depuis tout à l'heure. On est plutôt pas mal. Avec le recul, tout ce que tu as vécu aujourd'hui, donc là, tu as quand même une magnifique histoire. Hein. Pour ceux qui nous écoutent, c'est quand même incroyable d'être passé du coup d'un job de salarié à de l'entrepreneuriat, à faire de l'impact aujourd'hui. Tu es très, très, très suivi. Tu fais des très, très belles collabs. Avec le recul, qu'est-ce que tu dirais qu'est-ce que Ahmad dirait au petit Ahmad, tu vois, il y a quelques années? Qu'est-ce que tu lui dirais? Franchement, je lui dirais ce que je dis quasiment tous les jours avec Ban Lozar Nouveau. Je lui dirais ce que je dis à beaucoup de petits frères, petites sœurs. Vous voulez faire quelque chose, faites-le. Donc je lui dirais, si tu veux faire un truc, fais-le. Et c'est justement parce que tu l'as choisi, parce que tu veux le faire, que tu le feras bien. Le meilleur moyen de t'assurer de bien faire les choses, c'est de faire les choses que tu as choisies. Voilà. Donc, c'est ce que je lui dirais. Hein. Lancez-vous, lance-toi. Ouais. Okay. Tu veux faire quelque chose, fais-le. Peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on dit, et même peu importe le secteur. Ça peut être entrepreneuriat, ça peut être du sport, ça peut être de l'art. Tu veux faire un truc, fais-le. Et regarde pas les jugements, regarde pas ce qu'on va te dire. Ça fait très bateau comme ça. Mais en fait, c'est un truc que moi, j'ai vécu en direct, en fait. Tu vois, j'ai vécu, si aujourd'hui, toi et moi, on se connaît aujourd'hui, si aujourd'hui, avec Ban Lozar Nouveau, j'ai une équipe et qu'on est en train de se développer, qu'on a la chance de faire des collabs intéressantes, c'est parce que chaque chose que j'ai voulu faire, je l'ai faite. Tu vois, je me suis un peu émancipé, tu vois, de tout ce qui va être jugement, etc. Et je l'ai fait avec authenticité. Écoutez bien le conseil d'Ahmad, les copains. Émancipez-vous, pour le coup, laissez les jugements et avancez. J'arrive du coup à ma dernière question. Pour toi, ça veut dire quoi, enlever sa casquette? Pour moi, enlever sa casquette, ça pourrait vouloir dire être en capacité de s'adapter, tu vois. Juste être en capacité de s'adapter en fonction de ce que tu veux faire, en fonction de là où tu veux être un caméléon, tu vois. Et donc, je sais pas, demain, je vais dans un endroit où j'ai une ambition qui fait que il faut que j'adopte telle posture, je vais être robuste, j'enlève ma casquette. Demain, je vais dans un autre endroit, je vais la remettre. Parce que là-bas, il va falloir la remettre. Et voilà. Donc, pour moi, enlever sa casquette, c'est ça. C'est être en capacité de s'adapter, d'être un caméléon. Magnifique. Ahmad, ça a été ce podcast? C'était magnifique, hein, franchement. C'est passé vite, hein, franchement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Les amis, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Donc, je compte sur vous pour donner de la force. On veut du 5 étoiles partout. Hein. On veut des likes, des commentaires. Bref, on veut de la force. Avant de vous quitter, je vous rappelle que ce podcast est soutenu par BNP Paribas et par Cadre Emploi. Donc, les amis, prenez soin de vous.